C'est l'heure du journal sur Télé Sud. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Malgré la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays ravagée par les groupes armés a commencé hier jeudi. Comment se déroule ce recensement électoral en vue de la présidentielle de décembre prochain? Nous en parlons en début de journal. Nouvelle poussée de fièvre autour de l'opposant Ousmane Sonko au Sénégal hier. Le candidat à la présidentielle a été expulsé de force de son véhicule par les forces de l'ordre après que ses partisans ont été dispersés par des gaz lacrymogènes. L'incident s'est produit après le report de son procès pour diffamation, un procès qui pourrait déterminer son éligibilité aux prochaines élections. Plus de 41 000 morts, c'est le dernier bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, laissant des millions de personnes sans abri. Pour faire face à ce désastre humanitaire, l'ONU a lancé un appel aux dons. $1 milliard, c'est la somme attendue afin de porter assistance aux victimes. Voilà pour les titres. Je vous le disais, en RDC, les élections présidentielles sont prévues en décembre de cette année, mais des inquiétudes planent sur la tenue du scrutin dans la partie est du pays ravagée par les groupes armés et dont des portions du territoire sont occupées par des rebelles. Malgré la situation sécuritaire préoccupante hier, les autorités ont lancé l'opération très délicate de recensement des électeurs dans la région. Mathieu Nicolas pour plus de détails. Depuis jeudi, la file d'attente ne fait que s'allonger. Ici à Goma, ils sont nombreux à vouloir récupérer le précieux bout de papier qui leur permettra d'aller voter pour les prochaines élections présidentielles. À l'intérieur, c'est tout un protocole, photo d'identité, enregistrement de l'iris, empreinte digitale. Après avoir passé toutes les étapes, on obtient sa carte. Je suis arrivée ici très tôt pour récupérer ma carte d'électeur. J'ai pu accéder à la salle, mais je me rends compte que la qualité est vraiment médiocre. Regardez, l'image est très noire. Je ne comprends pas comment elle peut être d'aussi mauvaise qualité. On se demande si c'est le nouveau modèle de carte. L'enrôlement ou recensement des électeurs, c'est une opération délicate, surtout dans cette région à l'est du pays, infestée de groupes armés et qui occupe des portions du territoire. L'armée et la police ont été mobilisées à l'occasion pour la sécurisation du processus électoral, mais les Congolais qui vivent dans des zones occupées par les M23, eux, ne pourront être recensés et donc ne pourront aller voter. C'est ce que nous demandons au gouvernement de la République de fournir autant d'efforts pour chasser l'ennemi, pour chasser les M23, afin que chaque Congolais puisse être capable de prendre sa carte d'électeur. Parce que si ça continue comme ça, donc, nous sommes en train de légitimer les rebelles avec cette partie qu'ils ont déjà prise. Pour les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, l'important est de recenser un maximum d'électeurs dans cette région difficile à couvrir par l'organe électoral. Pour l'instant, pas d'incident à signaler. Le gouvernement compte sur la présence de l'armée et de la police pour le bon déroulement du recensement. La fin des opérations d'enrôlement dans cette partie du pays se termine le 17 mars. Des heurts ont éclaté jeudi dans la banlieue du Conakry où l'opposition avait appelé à manifester malgré l'interdiction de tout rassemblement par la junte au pouvoir. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait 2 morts selon le Front national de défense de la Constitution, organisation initiatrice de la protestation. Ce collectif d'opposition, officiellement dissous par les autorités guinéennes, déplore également 58 blessés et une 50aine d'arrestations. Échauffourée également au Sénégal hier jeudi alors qu'il sortait du tribunal de Dakar pour après le report de son procès pour diffamation. Ousmane Sonko, l'opposant et candidat à la présidentielle, a été sorti de force de son véhicule par les forces de sécurité. La scène est filmée par son chauffeur et fait le tour des réseaux sociaux. Il a été par la suite amené chez lui en fourgon blindé par la police. Une scène qui a scandalisé ses partisans. Soukaina Askali pour plus de détails.
Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà. Ousmane Sonko, tiré de son véhicule, la vidéo est prise par son chauffeur et rapidement diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes en uniforme casser les vitres et tenter d'extirper le leader de l'opposition Yehui Askanoui après sa comparution devant le tribunal dans une affaire dont pourrait dépendre sa candidature à la présidentielle. Est-ce que des porteurs ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Illustration de la tension autour du leader politique sur ces images amateurs. En marge du procès, des soutiens à Ousmane Sonko se sont réunis devant les portes du palais de justice. Mais rapidement, les forces de sécurité les ont dispersés par des gaz lacrymogènes. Ces incidents ont eu lieu après le report du procès qui s'est tenu jeudi et qui a finalement été renvoyé au 16 mars prochain. Ousmane Sonko est poursuivi pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux par le ministre du Tourisme. L'opposant avait publiquement accusé Mam Banyang d'avoir été épinglé dans un rapport de l'inspection générale d'État pour des détournements. Pour Ousmane Sonko, cette plainte du ministre est une instrumentalisation de la justice par le pouvoir du président Macky Sall et une manœuvre destinée à l'écarter de la course à la présidentielle prochaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a officialisé jeudi depuis le Parlement au Cap le départ de son vice-président démissionnaire alors qu'un remaniement ministériel est attendu dans les prochaines semaines. David Mabuza a exprimé le souhait de quitter son poste, a déclaré le chef de l'État qui a remercié ce dernier pour son soutien indéfectible au cours des 5 dernières années. On l'écoute. Corruption, corruption et corruption, voilà les principaux problèmes. Donc c'est là que ça se passe. Maintenant, pour le président de dire qu'il crée un nouveau ministre, c'est une perte de temps, un gaspillage de ressources, un gaspillage d'argent qui est vraiment nécessaire pour beaucoup d'autres choses. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Toujours en Afrique du Sud, après les inondations qui ont touché le nord-est du pays, les autorités et des organisations non gouvernementales volent au secours des sinistrés isolés pendant plus d'une semaine à cause de ces inondations. Suite aux fortes pluies, les habitants de Mekemeke, dans la province de Mpumalanga, ont reçu des colis alimentaires depuis plusieurs jours. Ils n'ont pas pu se rendre dans les magasins pour se ravitailler, bloqués par les eaux. Laurent Leleu. L'Est de l'Afrique du Sud tente difficilement de se remettre des inondations qui ont causé la mort de 12 personnes ces derniers jours. Dans la province de Mpumalanga, l'une des régions les plus touchées du pays, il est toujours très difficile d'accéder à certains villages. Tous les ponts se sont effondrés, donc vous ne pouvez pas conduire jusqu'au village. Vous avez besoin d'un hélicoptère pour aller là-bas. Aujourd'hui, mon collègue s'est rendu dans les autres villages qui étaient complètement bloqués. C'est comme s'ils étaient sur une île. C'est pour ça qu'ils ont dû utiliser un hélicoptère de l'armée pour distribuer des colis alimentaires et faire l'évaluation sur place. Lundi, la présidence a déclaré l'état de catastrophe nationale. Et pour venir en aide aux populations isolées, l'administration va mettre à disposition un hébergement à court terme, de la nourriture et de la literie pour ceux qui ont tout perdu. Ces personnes ont eu très peur. Ils avaient peur de ne pas avoir de nourriture. Leurs maisons sont endommagées. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Mais maintenant, nous sommes reconnaissants que le gouvernement soit arrivé. Et ils ont apporté de la nourriture avec eux. Et cela va nous aider à nous en sortir. Je suis reconnaissant. En plus de l'aide aux sinistrés, le gouvernement a annoncé que les dégâts considérables qu'a provoqué cette nouvelle catastrophe naturelle seront pris en charge par un grand plan pour réparer les infrastructures brisées. Mais dans l'immédiat, ce qui préoccupe le plus les humanitaires et les Sud-Africains, ce sont les nouvelles pluies prévues tout le reste de la semaine, avec l'arrivée d'une dépression tropicale. La situation est très mauvaise parce que maintenant ils reçoivent des avertissements au sujet de la météo, selon lesquels nous pouvons avoir plus de pluie. Alors nous croisons les doigts pour dire qu'il n'y a plus de pluie jusqu'à ce que nous ayons terminé la distribution. Parce que maintenant d'autres personnes sont dans les salles communautaires, les écoles, leurs maisons sont encore pleines d'eau. Cet épisode météorologique n'est malheureusement pas exceptionnel. L'année dernière, déjà, le pays avait subi les plus graves inondations de son histoire, avec des pluies diluviennes qui avaient tout emporté sur leur passage, faisant plus de 400 morts et de nombreux disparus.
Face aux tensions de ces derniers jours du fait de la rareté des nouveaux billets de banque au Nigeria, les autorités du pays tentent d'atténuer la pénurie. Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné jeudi le maintien en circulation des petites coupures d'anciens billets. Ces 3 dernières semaines, des émeutes ont éclaté dans plusieurs grandes villes du pays. Des habitants en colère déjà confrontés à des pénuries de carburant ont vandalisé des agences bancaires et des distributeurs automatiques de billets pour protester contre l'absence d'argent liquide. Une situation qui pourrait compromettre le scrutin présidentiel du 25 février. Écoutons la réaction de quelques Nigérians. La rareté des nouveaux naira va affecter mes décisions pour l'élection. Cela me fait prendre du recul pour réévaluer ce dont le Nigeria a vraiment besoin. Parce que cela impacte même le Nigérian ordinaire. Tout le monde est impacté. Les riches, les pauvres, la classe moyenne, tout le monde est impacté par cette décision. En Tunisie, alors que des journalistes dénoncent des atteintes à la liberté d'expression de la part du pouvoir, le président Kais Saied s'insurge contre ces accusations jeudi. Plusieurs dizaines de journalistes et de militants des droits humains ont protesté à Tunis contre la politique qu'ils qualifient de répression du pouvoir visant, selon eux, à intimider les médias. Lors d'un entretien avec la première ministre Najla Bouden à Carthage, le chef de l'État rejette ces critiques qu'il qualifie, lui, de mensonges. On l'écoute. Aujourd'hui, on nous parle de la liberté d'expression. A-t-on interdit une seule fois un journal? A-t-on interdit un programme? A-t-on poursuivi un seul journaliste pour son travail journalistique? Malheureusement, ce ne sont que des mensonges. Nous ne sommes pas un pays colonisé, nous ne sommes pas un pays sous tutelle ou sous protectorat. Nous sommes un pays indépendant et souverain. Nous savons bien ce que nous faisons tout en respectant la loi. 1 an de prison avec sursis pour l'ex-première dame malgache. La France qui n'exigera plus de tests PCR pour les voyageurs venant de Chine. Et Joe Biden en bonne santé, apte à remplir ses fonctions selon son médecin. C'est le reste de l'actualité, commenté par Noël Ndong et Souilas Bahri. À Madagascar, l'ancienne première dame Vohan Rasonar Mapian a été condamnée par la justice malgache à une peine de prison d'1 an avec sursis. L'épouse de l'ancien président, R. Rasonar Mapian, était accusée dans une affaire d'escroquerie. L'ancienne première dame a été reconnue coupable de complicité de faux témoignages dans une affaire qui oppose un ex-ministre de la Communication à un homme d'affaires très influent dans le pays. La condamnation de l'ancienne première dame est assortie d'une amende d'1 million d'ariari, l'équivalent de 217 €. Certains voient dans cette condamnation un mauvais coup destiné à déstabiliser son mari, qui rêve de se présenter à nouveau à la tête du pays. La France a décidé de ne plus exiger de tests PCR négatifs de moins de 48 heures pour les voyageurs venant de Chine. Une mesure qui avait été imposée début janvier face à la flambée de cas dans le pays après la levée des restrictions sanitaires en décembre. Ainsi, depuis le 16 février, les voyageurs en provenance de Chine à destination de la France ne sont plus soumis à l'obligation de présenter le résultat d'un test RT-PCR négatif, ainsi que la déclaration sur l'honneur relative à la Covid-19. Les dépistages aléatoires à l'arrivée sont également supprimés. En revanche, le port d'un masque chirurgical à bord des avions reste obligatoire. Le président américain Joe Biden est en bonne santé et apte à exercer ses fonctions, a conclu son médecin de la Maison-Blanche jeudi. Joe Biden a passé la journée à se faire ausculter au centre militaire Walter Reed en banlieue de Washington. Des examens médicaux qui ont duré 3 heures. Les résultats de ce bilan étaient d'autant plus attendus que Joe Biden, 80 ans, devrait annoncer sous peu sa candidature pour sa réélection en novembre 2024. Il s'agissait du 2e examen médical approfondi passé par Joe Biden depuis son arrivée à la présidence américaine en janvier 2021. Le président le plus âgé de l'histoire américaine reste donc apte à exercer ses fonctions et à répondre sans exception à toutes ses responsabilités. Son âge avancé était un motif de préoccupation dans les rangs de ses pairs démocrates et chez les électeurs.
Une bonne nouvelle dans les opérations de sauvetage en Turquie après le tremblement de terre qui a touché le pays le 6 février. Alors que l'espoir de retrouver de nouveaux survivants est quasi nul, 3 nouveaux rescapés, dont un adolescent de 14 ans, ont été sortis des décombres à Antioche, dans le sud de la Turquie, près de la frontière syrienne. Un miracle, est-on tenté de dire, vu que les victimes ont passé plus de 260 heures sous les décombres. En Turquie comme en Syrie, les sauveteurs laissent déjà place aux pelleteuses. On parle désormais de plus de 41 000 morts. C'est le dernier bilan de ce séisme qui a laissé des millions de personnes sans abri. Pour faire face à ce désastre humanitaire, l'ONU a lancé un appel aux dons. $1 milliard, c'est la somme attendue afin de porter assistance aux victimes. Laurent Leleu. C'est ici, près de la ville de Pazarcık, que se situe l'épicentre du séisme qui a anéanti la vie de millions de Turcs et de Syriens. Le bilan dramatique de ce puissant tremblement de terre survenu il y a 11 jours dépasse aujourd'hui les 40 000 morts et les chances de retrouver des survivants s'amenuisent minute après minute. Il fait froid. Avoir de la nourriture ou quelque chose à boire, ce qui arrive rarement, peut aider les patients à survivre plus longtemps sous les décombres. C'est pour ça qu'il faut vite, dès que nous atteignons un patient survivant sous les ruines, on le sauve et on le transfère dans des hôpitaux. En plus des 40 000 morts et des centaines de milliers de blessés, la solidarité internationale, les humanitaires, vont devoir faire face aux millions de sans-abri qui ne savent plus vers qui se tourner. Nous ne pensons pas à l'avenir car la situation dans laquelle nous vivons ne nous donne pas la possibilité de penser au futur. L'avenir que nous recherchons pour le moment, c'est 1 ou 2 tentes pour que les familles puissent y vivre et se reposer. Après, nous verrons ce qui peut être fait. C'est ce que nous demandons pour le moment. Dans quelques heures, les recherches de survivants toucheront à leur fin, pour laisser place aux pelleteuses qui mécaniquement déblayeront les voies écrasées par des millions de tonnes de gravats, sous les yeux hagards de la population impuissante, perdue. Nous sommes abandonnés dans les rues. Nous avons besoin d'eau et d'électricité. Nous avons aussi besoin de tentes ou de maisons. Il faudra des années et des milliards de dollars pour redonner vie à ces régions défigurées par ce tremblement de terre. Pour ce qui est de la population, la cicatrice et la douleur que va laisser ce 6 février 2023 ne se dissipera probablement jamais. 10e et dernier jour de débat dans l'hémicycle de l'Assemblée française. Les députés entament ce vendredi leur ultime journée d'examen en première lecture de la réforme des retraites dans une ambiance qui s'annonce électrique, tant les chances d'aborder l'article 7 et sa mesure clé sur le report de l'âge s'éloignent. À minuit, quel que soit l'avancement des débats, le rideau tombera à l'Assemblée nationale et le texte partira au Sénat. Hier, c'était la 5e journée de mobilisation pour protester contre la réforme des retraites. Si les manifestants étaient moins nombreux que les autres jours, ils restent toujours déterminés à faire fléchir le gouvernement. Écoutons quelques-uns réunis jeudi à la place de la Bastille à Paris. On a des organisations étudiantes et des universités et des étudiants qui seront massivement mobilisés le 7, qui nous l'ont déjà dit. Et même si les universités ne sont pas encore complètement en lutte, en réalité on a quand même une forte présence des étudiants qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, surtout depuis la crise du Covid qui a vraiment fracturé le milieu étudiant. Donc non, quand même on est content des chiffres et on sait qu'on peut faire mieux et on fera mieux aujourd'hui peut-être, et le 7 dans quelques semaines. Même si je ne suis pas directement concerné, je ne suis même pas dans la vie active, je pense que c'est intéressant déjà de base, parce que de base pour mes aînés, on sait qu'il y a à peu près 25% des plus pauvres qui meurent avant la retraite. Donc si on devait encore plus augmenter la retraite, moi c'est quelque chose que je considérais comme injuste. Et en plus, comme je suis jeune, j'imagine que la jeunesse, ça représente un peu l'avenir, tout ça. Donc oui, c'est important, et encore plus parce que je suis jeune, on va dire. Effectivement, moi je vois bien autour de moi, dans plein de professions, où il y a des gens qui sont complètement usés, même déjà avant 60 ans. Alors qu'est-ce que ça va donner si on prolonge à 64 ans? Je pense qu'effectivement, c'est des gens qui seront de toute façon
soit en arrêt maladie, soit qui vont être tellement usés qui, quand ils vont arriver à la retraite, ne pourront plus rien faire et notamment participer à la vie. Parce que la retraite, c'est pas une fin en soi non plus. On participe à la vie de la cité, puisque là, sous forme d'une association, il y a beaucoup de retraités dans les associations. Et effectivement, je pense que partir à 64 ans, les gens n'auront plus l'énergie de tout ça. On boucle ce journal par ces images inédites, celle du grand paquebot Titanic. La vidéo a été publiée par l'Institut océanographique de Woodhull. Elle montre des séquences rares des premières plongées sous-marines à plus de 12 500 pieds sous la surface de l'océan, là où repose l'épave du bateau. Des images capturées en 1986 par les caméras du véhicule habité Olvin et du véhicule télécommandé Jason Junior. Selon l'Institut océanographique de Woodhull, cette séquence particulière a été programmée pour être diffusée pour le 25e anniversaire de la sortie du film Titanic. Terminus, tout le monde descend, c'est la fin de cette édition. Je suis heureux de vous l'avoir présentée. Retrouvez Soukaina Scali pour les informations du soir. Quant à moi, je vous retrouve demain dans le journal des correspondants. Au revoir.